Bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. Et aujourd'hui, nous avons le cœur à la fête. Oui, je dis nous parce que je ne suis pas seul en ce moment au micro. Oui, il y a ma douce voix, mais il y a aussi celle de Olivier Chamberlain. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier qui est, disons, le réalisateur, celui qui fait le montage, fait les dossiers de recherche, l'homme qui se cache derrière tous ces épisodes. Et aujourd'hui, on est heureux. On a le cœur à la fête. Nous avons débouché le champagne des boissons gazeuses, c'est-à-dire du ginger ale. Ouais. Nous avons mis ça dans de chic coupes pour célébrer le premier anniversaire de ce balado. 1 an déjà d'épisodes. Et voilà, en chiffres plutôt, qu'est-ce que tout ça représente. 52 épisodes, 55 invités et 65 heures de contenu. Bravo Olivier. Quand même, d'avoir géré tout ça. Bravo à toi aussi. Oui, on a eu une année chargée à apprendre un paquet de trucs et à se faire suggérer une tonne d'œuvres par nos charmants invités. Et je me demandais si on regarde à travers tous ces épisodes, est-ce qu'il y avait des moments marquants ou des épisodes marquants ou des choses que tu as appris en particulier? Moi, ce qui m'a marqué, c'était moi les invités plus que l'expérience de faire tout ça entre faire des recherches sur du monde dont j'avais jamais entendu parler. C'est super enrichissant. Ça t'oblige à être plus ouvert d'esprit et clairement à explorer de nouveaux horizons. Puis c'est quelque chose que je crois que c'est la chose que j'ai le plus appréciée cette année. Puis espérons que ça continue parce que je ne cesse d'apprendre. C'est pas espérons, ça continue. Nous allons continuer. Nous allons continuer à raffiner aussi notre art du balado. C'est certain que moi, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup à communiquer, à mieux écouter les gens. C'est quelque chose qui est important quand on fait ce genre d'émission-là. Et à ma grande surprise, moi, ce que j'ai surtout appris, c'est ceux qui ont l'air souvent le plus discrets derrière ces carapaces se cachent de belles phrases. Et dans mon cas, j'aime beaucoup les artistes visuels. Je sais que j'ai eu un épisode avec Myriam Dion. J'ai eu un épisode avec Yann Pocro, dernièrement avec Nicolas Grenier, des gens qui comme je le dis, qui donnent une apparence de gêné, mais qui ont de la sagesse à communiquer. Ça, j'avais beaucoup aimé. Mais à vrai dire, j'aime tous les invités qu'on a. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, s'il vous plaît, prenez un petit temps, c'est pas très long, allez sur Spotify ou allez encore sur iTunes. Vous pouvez aller mettre votre appréciation, des commentaires, même nous écrire en privé pour nous dire qu'est-ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous aimeriez entendre, même des suggestions d'invités pour nous. On peut évidemment s'adapter. Et on a l'intention de vous épater au cours de cette 2e année. Et on commence en force avec un invité de grande qualité, l'humoriste Arnaud Soli. Connu par certains pour ses vidéos sur Internet et par d'autres pour sa présence à la radio et ses apparitions à la télévision, Arnaud Soli consacre la plus grande partie de son temps à l'humour sur scène. Son parcours d'improvisateur lui a permis d'acquérir une bonne dose de spontanéité, d'authenticité et de créativité qu'il sait mettre à profit de son singulier humour. Il est présentement en tournée à travers le Québec avec son premier one-man show. Découvrez-le, un micro à la main et une flûte au nez. Voici mon entretien avec Arnaud Soli. Non, c'est ça. Puis je suis d'accord avec toi, les podcasts qui sont
J'écoute pas un podcast sur YouTube en les regardant jaser. En tout cas, du moins, pas moi. Moi, non, mais plein de gens, oui. Là. Plein de gens, Tu vois oui. les views, là, sur... Ouais, mais moi, je pense que c'est toute une crowd de gens que toi, de jobs que toi puis moi, on fait pas, là. Tu sais, des gens qui travaillent dans des bureaux. Ouais. Je pense qu'ils le mettent, c'est comme une fenêtre Ils le ouverte. laissent rouler, c'est ça. Fait que ça finit par être l'audio, puis des fois, s'il y a une joke visuelle ou quoi que ce soit, tu y vas. Tu vas voir. Ou mais... les gens qui laissent rouler tout le temps la télé ouverte chez eux, ils mettent YouTube sur la télé, puis... Ouais, il y en a qui font ça. C'est Ouais. vrai. Moi, Toi, j'ai même pas de télé. Toi, ouais, mais c'est ça. Je remarque qu'il n'y a pas de télé, même pas pour quand vous faites une petite soirée de cinéma avec ta là, on blonde. va s'acheter un bel écran là, pour le sous-sol, mais pour l'instant, c'est les très bons films sur le laptop ou au cinéma. C'est fou, hein, ça. Ouais. On est rendu, en tout cas, on est rendu là, puis même, ça, j'en parlais avec tous nos amis qu'on a en commun qui sont en cinéma. C'est une drôle de période d'adaptation, même pour le disque aussi. Tout ce qu'on a connu quand on était jeune. Mais toi, t'es plus jeune que moi, par contre. J'ai 32. 33. 33. On a quand même le 10 ans de différence assez marquant dans lequel l'Internet, toi, est arrivé plus fort, plus important, ouais, il est plus arrivé... dominant. As-tu commencé? Ouais. Ça pourrait. Ben ouais, c'est commencé. non, mais je juste curieux. Mais l'Internet est arrivé, j'étais au secondaire. Ben, il s'est popularisé, disons, il s'est démocratisé vers la fin de mon secondaire, tu sais, dans les années... Ah oui, OK. Ben, fin 90... non, excuse-moi, fin primaire, je veux dire. Fin primaire, c'est ça. Quand je suis rentré au secondaire, là, c'était assez courant que les gens avaient une connexion Internet à la maison. Ben, comme tes devoirs, ton cégep, que t'as fait en quoi, d'ailleurs? En art visuel. En art visuel, ben, tu faisais tes travaux sur ordinateur, tu faisais des recherches. Oui, un peu. Moi, c'était tout à la main. Moi, j'ai tous mes travaux, c'était fait à la main, puis le fait ton petit liquid paper. Ouais. Puis à l'université, là, c'est rentré les travaux. Mais pas tant, parce que moi, j'ai été en art visuel, puis, tu sais, les travaux, bon... Ben oui, je me rappelle aller chercher des images, là, tu sais, d'aller imprimer une image de Van Gogh, là, tu sais, pour mon papier final, tu sais, là, un petit peu pixelisé, puis là, je me trouvais hot, là, de faire ma mise en page Word avec des images, mais j'étais pas, tu sais, j'avais un flip phone, là, tu sais, au cégep, là, que ça prenait même pas de photos. Si ça prenait des photos, c'était genre 10 pixels, puis... Non, mais tout ça, mais t'as pas eu un Pagette? Non. Moi, j'ai eu ça. Non. J'ai eu ça pendant 1 an. C'était comme l'affaire la plus ridicule. C'est comme un trou technologique. Un trouble incroyable parce que tu te faisais pager. Il fallait que t'appelles pour savoir c'était quoi le message. Puis là, tu rappelais. Finalement, tu dépensais plein d'argent au téléphone public. C'était bon pour les pushers. Puis comme, je pense que les mères étaient vraiment inquiètes là, qu'il y avait des codes avec leurs enfants. Ouais. Genre, mais ça, je l'ai appris en écoutant The Wire, finalement. La série que le Padgett... le Padgett, je sais même plus. Une pagette. Une pagette. Je pense qu'il y en vend encore à la source. À la source, OK. Ben, possiblement. OK. Je vais y penser. Hey, tout d'abord, bravo pour les nominations. C'est cool. Merci aux Olivier. C'est le fun. Mais c'est pas non plus tes premières nominations. Non, j'étais à une dizaine, là, déjà. Une dizaine, déjà. Évidemment, moi, j'aimerais ça qu'on parte un peu du début. Souvent, des premières impressions. Tu sais, moi, ma première impression de toi, je m'en souviens encore. Première fois que j'ai vu ton contenu. Puis ça m'a marqué. Je pense que c'est aussi comme n'importe quel... Moi, avec les humoristes, j'ai toujours eu cette relation-là. Ma première expérience de savoir qu'ils existent et qu'est-ce que ça me fait. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Mm-hmm. Comme les Denis Drolet, toute ma vie, je me rappelais encore où j'étais. Où j'étais assis, puis c'était comme j'avais 18 ans, puis ils faisaient leur première apparition à Juste pour rire. Puis il y avait un reportage sur eux à Radio-Canada. Puis j'étais avec 4 amis, puis on regardait ça, puis on comprenait rien. Ouais. Puis en même temps, j'étais séduit. Ouais. Mon père était dans la cuisine, il s'est mis à dire « Hey, c'est du grand... » Il dit « On est rendu là. On est rendu... » Ouais, il réagit. Mais en même temps, moi, j'étais comme « Hey, je pense j'aime ça. » Puis en même temps, je me trouvais bizarre d'aimer ça aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'était comme, il faisait tout une espèce d'envolée sur sur le fait que Francis Reddy est un hologramme, puis il y avait une chanson. Ouais. Tu sais, c'était comme... Puis ça m'avait bien marqué, tu sais. Ça m'avait bien marqué. Toi, dans ton cas, c'est positif aussi. Parce que... Et puis, j'ai essayé de retrouver la première chose que j'ai vue de toi, puis je suis pas capable de la retrouver. Vas-y. Critique littéraire. Ouais, Patrick Couture. J'ai pas réussi. Ça existe encore? OK. Ouais, la chaîne, c'est les Zinzins du web. OK. Donc, c'est à l'époque Francis William Réaume, qui est un artiste visuel, comédien, un gars extrêmement talentueux qui touche à tout et qui le fait de manière toujours magistrale, qui avait parti ça avec Virginie Fortin et Michael Aoudja, puis un autre comédien, Alex, j'oublie son nom.
Bref, ça se voulait être des parodies de YouTubers. Mhm. Puis c'était une chaîne sans prétention. Tu sais, on est au début de Facebook, un peu 2011 peut-être. Exactement. 2011, c'est ça, je repensais, je me disais, hey, je pense que ça fait 10 ans. C'est pas le vrai début de Facebook, mais c'est le début de, encore là, la normalisation de Facebook. Mettons que les gens de notre génération ont pas mal tout un compte, là. Exact. Qu'on sait pas comment l'utiliser. Et que Facebook est pas non plus la meilleure place pour partager du contenu dans la mesure où, bon, Facebook puis YouTube, ils sont, tu sais, c'est Google, c'est deux méga corporations rivales. Donc, Facebook pousse pas beaucoup les vidéos YouTube, puis je suis pas sûr qu'on peut téléverser des vidéos dans Facebook à l'époque. À l'époque, ouais, c'était un peu compliqué pour ça. Mais ça commençait. Tu mettais le lien, puis en tout cas, tu sais, ça partait pas automatique, fallait que tu cliques peut-être. Puis, mais moi, je me souviens que cette vidéo-là, je l'avais vue, je l'avais partagée à plein de gens, puis tout le monde avait la même réaction. Tu sais, tout le monde aimait ça. Puis j'avais même fait un reportage à Radio-Can. Ah ouais? Ouais, Sur ça? un vendredi, les vendredis avec Catherine Perrin, je faisais toujours un truc où est-ce que j'amenais quelque chose que j'avais bien aimé, puis on avait fait jouer des extraits de ça, puis j'avais dit, hey, je pense que lui, il y a quelque chose de différent qui se passe. Tu sais, c'était en 2011. Ouais. Puis là, je regarde toute l'ascension de comment tout a déboulé. Après, je t'ai vu en stand-up 3 fois. OK. Donc, dans tes premières fois, comme dite officielle, c'était au festival de Wagner, là, le festival mobile. Ouais, je me souviens que là, c'était comme, t'étais comme une tête d'affiche. Je commençais à aller me faire connaître un peu. Ouais, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, on est là. On en est là. On en est là avec toutes tes espèces de projets qui vont dans tous les sens. Mais moi, c'est sûr que je suis curieux un peu de, justement, ton passé d'art visuel, dont dans lequel je suis entouré présentement, parce que Cégep, j'ai un bac aussi en art visuel. T'as un bac aussi en art visuel, c'est ça. Mais parallèlement, est-ce que tout ce goût-là de l'impro, tout ça, t'as suivi pendant ces études-là? Ouais, alors ça se passe en même temps. Juste pour finir la parenthèse, Patrick Couture, parce que puis en y repensant, je crois pas que c'était sur les zinzins du web, mais c'est cette époque-là. Je pense que c'était indépendant. C'était indépendant, oui, parce que j'avais fait un autre personnage avec eux, mais toujours est-il que c'est la même saison où est-ce que j'ai un peu assumé que je voulais essayer de faire du contenu sur le web et que je m'étais pris le logiciel de montage qui était, je crois... À l'époque... C'était soit iMovie directement sur le MacBook ou... Parce que j'avais un cours de montage à Concordia, puis ça concorde... Je crois que c'était peut-être Final Cut que je m'étais pris Final Cut avant le X, là, bref. Et pour moi, c'était vraiment un labo là, d'essayer de faire... Tu sais, comprendre juste le pouvoir du jump cut en humour, là, tu sais, qui est un peu la base de juste comme « Hey, je vais niaiser on cam pendant 10 minutes, puis là, je vais le monter, puis je vais créer du rythme, en fait. » Avec ça. Avec ça, puis tu sais, le personnage de chronique lecture, c'était juste moi chez nous qui entouré de livres, qui disait « Ah ben, partons de quelque chose de simple, des chroniques littéraires. Quelque chose de pointu aussi qui me fait rire encore aujourd'hui, de rire un peu des fois une espèce de côté intellectuel, côté un petit peu trop pompeux qui peut venir avec... voilà. Par rapport à l'art visuel et l'impro, mais ça s'est chevauché. Moi, j'ai toujours dessiné. J'étais vraiment un enfant très dans mes crayons, dans mes livres, dans mes affaires. J'étais zéro sportif, là, tu sais. Les enfants, ils allaient jouer au hockey, ben moi, je coloriais, là, tu sais. OK. Alors, ça a toujours été avec moi, l'art visuel, puis c'est quelque chose qui m'apaisait, tu sais. Je pouvais passer 2-3 heures à dessiner, puis c'était comme un petit peu une manière de m'échapper, moi, d'être bien dans mes affaires, mais dans ma tête. Donc, quelque chose de thérapeutique, même très jeune, je me rappelle, c'est le safe space là, du cahier de dessin. Du crayon où tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Et du livre aussi, pour moi, ça va ensemble, le dessiner, colorier, lire, j'étais dans mes livres, là, tu sais. Dans le papier. Ouais, dans le papier, voilà, tu sais, dans l'objet, puis Puis je me rappelle, à l'époque, je faisais tu sais, comme je dessinais des petits labyrinthes, là, mais minuscules, là, puis tu sais, des feuilles pleines, là, des livres pleins de petits labyrinthes. Fait que tu sais, c'était quasiment comme... méditatif, là, comme les gens qui colorient des mandalas. Il y avait quelque chose un peu de... Je passe mon énergie, mon temps, ou quoi que ce soit là-dedans, puis j'aimais ces projets-là de longue haleine, de minutie. Puis moi, je suis rentré au cégep en art visuel au Vieux-Montréal, puis c'était pas une passion pour moi, le dessin, nécessairement. J'aimais ça, mais
c'était un peu plus de calculer. Bon, c'est où que je voulais faire de l'impro. J'avais vu que l'équipe de cégep... T'es-tu sérieux? Ouais. C'était plus en fonction de l'équipe d'impro. C'est tout le temps ça pour ben des humoristes avec qui j'ai jasé, ils font tout. L'équipe d'impro, c'était le centre de tout. Ben vraiment. Puis les études comme t'as fait, ont gravité, ont été comme un prétexte. Puis j'aimais ça, tu sais, dans le sens, je garde des excellents souvenirs, puis... Mais t'étudies l'art, parce que souvent les gens comprennent pas nécessairement, mais quand on va en art au cégep, ben, on a des cours d'histoire, on n'a pas juste de la création, on fait pas juste dessiner, il y a comme tout un spectre. Ouais, il y a les cours, mais c'est pas grand chose, je te dirais au cégep, tu sais, bon, évidemment, t'as le corpus obligatoire, le français, anglais, philo, éduc. Ouais. Puis après, t'as tout le reste de tes crédits, c'est en art. Puis là-dessus, disons, t'avais peut-être sûrement 3 cours d'histoire de l'art, design. Après ça, c'est pictural 1, 2, 3, sculptural 1, 2, 3. Puis là, t'avais des spécificités. Tu pouvais décider d'aller comme essayer plus de, mettons, la céramique, le bois. Là, tu travaillais, mettons, les textures, voilà. Puis abaisser de la couleur. Puis bon, tu sais, des cours plus théoriques. Mais l'équipe d'impro, c'était pas certain que tu pouvais en faire partie quand t'es allé au cégep, quand t'es arrivé. Comment ça fonctionne, en fait? Comment on est recruté là-dedans? Ben, le circuit collégial tel qu'il fonctionnait à l'époque, puis je suis pas mal sûr c'est encore ça, t'as, disons, la Ligue A, là, tu sais, la NHL du cégep, mettons, c'est les Pamplemousses, la Ligue des Pamplemousses. OK. Donc ça, c'est chaque cégep a une équipe. Donc, tu as un réseau de, je sais pas, tu dois avoir 18 équipes dans le Grand Montréal, puis ça compte jusqu'à Sainte-Thérèse, puis Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, c'est assez... Tu couvres du territoire. Là. Saint-Jérôme, même à une époque, était là, je sais plus si ça. Alors ça, c'est la Ligue des Pamplemousses. Toutes les cégeps du Grand Montréal, qui ont toutes leur équipe A. Et ensuite, tu as les équipes tangerines. Donc ça, c'était les équipes B et des fois C, parce que là, tu te ramasses dans des cégeps à 7000 étudiants. C'est bien plate de juste offrir l'impro à 6 jeunes. Fait que là, tu te dis, on va faire une équipe B, C, qui sont donc tes divisions en dessous, un peu comme dans plein de ligues sportives, là, t'as des divisions. Puis là, même dans mon temps, il y avait des réserves. Là. Les équipes réserves, c'était... Ben, c'est parce qu'il y avait... La demande est trop grande. Tu sais, le camp de recrutement, on était plus que 100. Fait que là, tu te dis, ben, tu sais, on va au moins essayer de monter 4 équipes de 6-7. OK, donc il y avait un camp de recrutement, t'appliques, tu fais, je vais faire partie de ça. Exactement, tu sais, là, mettons, t'arrives, la rentrée, c'est en septembre. Généralement, 2 semaines après, 3 semaines après, c'est le camp, là, parce que la saison va commencer autour d'octobre. Donc, le camp de recrutement, dans le cas du Cégep du Vieux, c'était sur 2 jours. Puis, ben, c'est ça, tous les coachs présents, les 4 coachs, ils divisaient, mettons, le bassin de jeunes en 4. Puis là, on partait faire des ateliers. Fait que c'est vraiment comme... Souvent, ces coachs-là, c'est des gens d'art dramatique, plus des anciens joueurs. Des anciens joueurs aussi. Okay. Souvent des anciens joueurs. Dans notre cas au Vieux-Montréal, c'est assez sectaire, là, l'impro Vieux-Montréal. OK. Ben, je dis sectaire, là. Mais non, mais il y a une garde solide. Il n'y a pas eu de meurtre, là, tu sais, mais il y a un côté très... Ouais, vraiment sectaire de comme tu restes dans le vieux, tu sais, il y a comme beaucoup de gens qui sont rencontrés à l'impro, des couples, tu sais, qui ont des enfants, qui sont vus à l'impro. Tu sais, c'est très, je vais dire incestueux parce que oui, ben, il y avait du sexe, des fois, entre coach et joueuse, là. Il y a des histoires dégueulasses qui ressortent. Ouais, ben, comme de tous les milieux, mais le monde de l'impro n'y échappe pas. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de très, tu sais, au Vieux-Montréal, on faisait 2 soirs d'impro semaine. Donc, on avait les ateliers les lundis et les matchs les mercredis. Okay. Alors que la plupart des équipes, mais en fait, toutes les autres équipes du circuit avaient des ateliers juste les mercredis qui jouaient pas. Fait que, tu sais, mettons, un mercredi sur 2, t'avais une pratique, un atelier d'impro, puis l'autre mercredi, ben, tu jouais. Mais au Vieux-Montréal, c'était tous les lundis, puis les mercredis, t'avais ton match, puis si tu jouais pas, ben, tu servais de la bière dans le café étudiant pendant qu'une autre équipe jouait. Puis dans le milieu collégial, l'équipe du Vieux, donc, elle a une bonne réputation. Je veux dire, ils performent bien. Alors, la réputation, à l'époque, on est en 2006, c'est une équipe très forte qui ont fait la finale une couple de fois dans les dernières années. Très, très, très difficile d'aller gagner au Vieux-Montréal parce que public très nombreux, très partisan. Mm-hmm. La bière était 1,50 $. La Boréale à l'infini à l'époque, café étudiant plein, beaucoup d'ambiance, réputé comme un cégep assez punché, assez absurde aussi de réputation, des joueurs un peu difficiles à jouer, pas l'endroit le plus agréable pour aller improviser, mais définitivement un show qui lève.
moi, j'aimais le lieu, tu sais. J'habitais Centre-Sud aussi, tu sais. Je pouvais me rendre au cégep à pied. J'aimais le vibe. Côté très artiste aussi du cégep. Très militant, tu sais. J'étais quand même assez proche des assos puis tout ça. Donc, moi, ça fitait avec moi comme gars puis comme style d'impro. Puis moi, ma génération, là, je pense, réussit à transformer un peu l'impro dans la mesure où on est allé... on avait une volonté de faire de l'impro quand même construite, quand même pas juste faire des jokes absurdes puis détruire notre adversaire. Non. Même si, tu sais, ça a été 3 années. Moi, j'ai passé 3 ans à l'impro, là. Ça a été 3 très belles années. Formatrice. Très formatrice. Tu sais, inévitablement. Mais là, quand tu finis ton deck, c'est aussi de dire adieu à cette équipe-là, à cette ligue-là. Et là, tu t'en vas, t'es allé à Concordia, c'est ça, j'ai compris? Ouais, donc là, tu sais, au niveau universitaire, à part l'UQAM, qui a une ligue intra, la Ligue UQAM, qui a un bon niveau de jeu, l'UDM aussi a un bon niveau, mais là, si tu veux continuer à faire de l'impro à Montréal, passer le cégep, t'as plus intérêt à aller dans des ligues, des ligues, là, tu sais, qui sont comme organisées à l'interne par des gens qui se donnent dans des bars, tu sais. Moi, j'ai commencé à jouer à la CIA pendant mon cégep, qui est une grosse ligue au Café Campus. OK. Puis je pense l'année d'après mon cégep, j'ai été pris à la LIM, qui est la Ligue d'impro Lion d'Or, qui est pas mal. Ouais, ça, je me rappelle de ça. La meilleure ligue d'impro à Montréal, à mon avis. Mais c'est ça que pas mal de gens disent aussi. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'est le penchant expérimental de la LNI. Là. C'est souvent les mêmes joueurs. Là. Le calibre est très fort. Ça, t'avais une bonne équipe aussi, là. J'ai joué genre 7 ans à la LIM, mais ma première année, j'étais sub dans les Verts. Puis je me rappelle que c'était Sophie Cadieux qui m'avait drafté. Je pense qu'il y avait Fred Barbouchi dans les Verts. Mais tu sais, j'ai mélange là, parce que 7 ans à la Lime, tu joues avec tout le monde. Bouge, ça bouge. Mais oui, le niveau était très, très fort. Mais t'étais pas mal proche avec Virginie Fortin. Ouais. Puis il y avait pas une autre personne. Louis Courchaine, mais ça, c'est mes amis du Punch Club. OK. Eux, je les ai rencontrés à la CIA. OK. Donc moi, j'ai eu la chance, en ma dernière année de cégep, c'est Richardson Zephyr, qui était déjà un joueur d'impro assez établi dans le petit monde de l'impro montréalais qui avait insisté pour que la CIA me recrute. Tu sais, moi, j'avais été nommé joueur de l'année dans la Ligue des Pamplemousses, tu sais, puis donc ça allait bien au niveau collégial, mais personne vraiment me connaissait dans cette ligue-là. Puis Louis Courchaine formait une nouvelle équipe, les Jaunes. Puis Richardson a insisté pour que Louis me prenne, pour avoir du 109, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de camp de recrutement à la CIA, c'est vraiment une ligue de beaux-frères. Là. OK. Ouais. Peux-tu le faire? Oui. C'est ça, exact. Et c'est la force de ces ligues-là aussi parce que c'est des amis, c'est des chums, la cohésion est là. Puis Louis a accepté de me prendre sans même m'avoir jamais rencontré. La première fois que je l'ai rencontré, c'était avant le match. En joute. Ouais, en joute. Puis le courant a passé, puis c'est devenu un de mes meilleurs amis. Mais il est super, Louis. Ouais, puis c'est un complice depuis plus de 10 ans maintenant qu'on fait de l'impro ensemble, qu'on écrit, tu sais, il travaille sur Club Soli avec nous. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. J'ai fait 1 an entrée principale comme chroniqueur. Ben oui. Puis je le regardais aller. Puis c'était quand même pour lui 4 jours, semaine. Puis il fallait qu'il arrive avec du contenu tous les jours. Puis en plus, une sorte de contenu, là. Tu sais, c'était le sorte de contenu d'après-midi qui fait rigoler. Radio-Canadien, grand public. Pas vulgaire, en fait, du tout. T'écorches pas, mais tu vas rester... Sympathique. C'est tough, ça. Ça, c'est une limite hallucinante. Puis lui, il était là-dedans. Ça marchait. Il fonctionnait super bien. Il a fait ça des années. Moi, Il a fait ça 2 ans, je pense? Il a pas fait ça 2 ans. Il a fait plus que ça. Il a-tu fait 3 ans? Il me semble que c'est 3. Il a remplacé... C'était Louis T avant lui, puis Pierre Bruno après? Pierre Bruno Rivard, ou je sais plus l'ordre? Puis après, lui, il a fait ça, mais même il a 2 ans. Fait 3 ans. Mais 2 ans, c'est super long faire ça. C'est interminable. Puis il faut que tu te nourris de quelque chose. Puis en même temps, c'est sûr que là, son talent d'improvisation l'aidait beaucoup à faire ça. Ce que je trouve drôle un peu dans le truc de l'impro, tu sais, tantôt, tu parlais de l'art visuel, c'était ton safe space, c'est quelque chose que tu es avec toi-même, tout ça. Mais l'impro, ça peut pas être plus l'opposé. Que ça, c'est vraiment aux extrémités. Là, l'impro, c'est drôle parce que moi, je parle d'impro avec des gens, puis je sais qu'on a tellement... Si je parle d'impro avec quelqu'un qui fait pas de l'impro, généralement, son émotion par rapport à l'impro, c'est « je sais pas comment tu fais ». Cauchemar, tu sais, de se jeter dans le vide comme ça, d'improviser sans filet, c'est le cauchemar de bien des gens. Il y a même des gens qui font de la scène, tu sais, c'est pas parce que t'es à l'aise à prendre un micro
que t'es à l'aise à improviser. Il y a plein de comédiens qui peuvent pas faire ça. Ah non, puis non seulement ils peuvent pas, mais c'est un cauchemar, là. Parce que c'est... Alors que moi, pendant longtemps, c'était l'inverse, tu sais, c'est que j'étais terrorisé de monter sur scène, raconter une blague que j'avais écrite, mais fais-moi faire de l'impro pendant 4 heures. Pas de problème. Non, parce que, l'appréhension du public est vraiment pas la même. Le public, devant un match d'impro, a beaucoup, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, beaucoup de... Ses attentes sont vraiment, j'allais dire plus basses, mais juste différentes, disons. Non, parce que... Tu t'attends à rien. Ils s'attendent à rien. C'est de l'inconnu. Ils savent que les gens sur la scène sont devant de l'inconnu aussi. Tout le monde est complice. Et donc, il est empathique du public parce qu'il sent le danger, il voit le vide en même temps que toi. Mais du stand-up, c'est de l'organisation. C'est Stand-up, réfléchi. T'as travaillé ça? Ouais. Ça, c'est ça que t'as fait chez vous, C'est ça là? ta joke? C'est ça, là. Ça, c'est ta meilleure joke. Tu finis avec ça. Ah ben, c'est terrible. Tu y as pensé, là. Mais j'avoue que... les deux sont terrifiants, c'est ça. Les deux sont terrifiants pour différentes raisons. Mais moi, je peux comprendre, ayant eu ton expérience, puis après regarder, puis aller sur scène. Justement, c'était où? C'était quand la première fois? Tu t'en souviens-tu de ta première fois que t'as pris le micro organisé? Mon premier stand-up, là, tu sais, officiel, après, j'ai animé des galas, j'ai fait des cégeps en spectacle, des name it, là. Mais mon premier, comme je monte dans une soirée d'humour, Arnaud Soli présente des blagues qu'il a écrit. Oui, je m'en rappelle très bien. C'était au Divan Orange. Ah oui. Feu Divan Orange. Mon bon vieux chum, Richardson Zephyr, encore lui, à qui j'avais glissé un mot que je voulais commencer l'humour. J'avais pris un cours du soir à l'école d'humour, un peu en cachette, là. Mais ça, c'était juste un cours, t'as pas fait la formation. Non, c'est un cours à la pièce, là, okay. Tu sais, ça coûtait, je sais plus, 200$, puis t'avais comme 9 soirs, là, tu sais, c'était après le souper. Puis on était 10, 12, là, tu sais. Puis c'était comme l'ABC de l'humour ou procédé humoristique. Je sais plus comment il appelait ça, mais... Qui le donnait? Luc Boilly. OK. Qui est encore, je crois, qui enseigne... C'est vraiment un prof de procédé. En tout cas, il maîtrisait bien... tu sais, les procédés, là, c'est un peu des recettes, là. Tu sais. On les sait sans les connaître nécessairement, mais tu sais, l'exagération, transposition, règle de 3... il y en a 13, 15. Ouais. Pied de la lettre, etc. Mais puis c'était cool ce cours-là, puis c'était aussi on faisait un peu de tout là, tu sais, il nous faisait faire une parodie, un sketch radio, un cours scénette de théâtre, mettons dialogué. Fait que tu sais, c'était vraiment un peu là, le cours essayer ça, puis aussi un stand-up à la fin. Et donc, pendant que je prenais ce cours-là, j'avais accepté de monter sur scène pour lire quelques blagues. Moi, je faisais des liners, là, tu sais, vraiment des jokes. Punch. Ouais, Ligne punch. Ligne punch, tu sais, là, je parlais pas de moi, là, tu sais, c'était vraiment pas nécessairement de l'absurde, mais ça finissait par l'être un peu parce que c'était tellement déconstruit. C'était de l'observation. C'était de l'observation, mais toujours avec une twist un petit peu weird. Tu sais, j'essayais aussi d'être trash, mais ça, c'est le réflexe de n'importe qui veut faire rire dans un bar. Là. Par observation, tu réalises que les jokes de cul puis de sacre, ça marche. Fait que je cherchais vraiment juste à comprendre comment écrire des jokes. Puis, il y avait quelques gags qui fonctionnaient. D'ailleurs, il y a encore à ce jour des blagues de mon premier stand-up que je fais dans mon show sur scène. Ouais, mais là, j'ai un bit au complet sur les jeux de société que je fais depuis longtemps. Puis il y a 2-3 liners. Tu sais, je suis plus sûr que c'est exactement là, les mêmes gags, mais en tout cas, ça s'est transformé sur 7-8 ans, là, mais... c'est ça. Mais c'est quelque chose de quand même que t'entends pas trop en humour, des jokes de jeux de société, puis c'est un référent que tout le monde a. Non, c'est ça, puis c'est toujours... comme tu dis, ça prend du temps de prendre un sujet comme ça, le creuser, l'essayer. T'écris à la main? Je veux dire, est-ce que t'écris tes trucs sur ton ordi ou... premier draft, c'est toujours dans le cahier. Ou t'écris sur la scène? Là, j'écris plus mes jokes à la virgule. Là, tu sais, là, j'écris comme l'idée. À moins que des fois, là, vraiment, la prononciation est mourante, là, tu sais, où il y a comme vraiment une espèce de poids de chaque mot qui est à sa bonne place, là. Ça, je vais l'écrire, je vais le figer. Mais sinon, c'est plus des idées. J'arrive sur scène avec des pointers, là, vraiment comme une liste de thèmes. Tu t'enregistres. Je m'enregistre. Je réécoute. Puis des fois, tu trouves, mettons, à ce soir-là, je l'ai vraiment bien formulé. Ouais, comment je l'ai dit. Puis naturellement, souvent, quand je le dis d'une manière drôle, même si je l'écrivais pas, je le redirais de cette manière drôle. Tu sais, le cerveau enregistre
Les bonnes twists. Les bonnes inflexions, les bonnes twists, les bonnes formulations. Mais oui, je m'enregistre, puis là, c'est vraiment du back and forth, de Ouais. retravailler, retourner. Puis on a la chance à Montréal d'avoir en ce moment un écosystème de soirée qui est vraiment quand même assez en forme, là. Mais ça, Où est-ce que tu peux aller faire 12 shows en 3 jours. c'est Puis- comme incroyable, là. Ouais. Mais là, ta première fois, justement, au Divan Orange. Ah oui, excuse. Donc là, j'embarque là. Puis c'était une soirée à l'époque que Rich faisait une mensuelle où est-ce qu'il y avait une thématique musique. Fait qu'il y avait beaucoup de musiciens qui faisaient du stand-up ou des humoristes qui faisaient des tunes. OK. Il y avait des instruments sur scène. Rich faisait des perfos. C'était comme un hybride. Il y avait pas grand monde dans la salle. Là, tu sais, c'était un dimanche. Hey, je me rappelle. frette. Je me rappelle même pas qu'il y avait ça. Tu sais, dans ma tête, le Divan, moi, j'ai joué beaucoup, là, puis c'était tout le Ouais. temps des shows news. Bon, sûrement, justement, qu'il y avait des Il y en soirées a sûrement eu qui ont 6, essayé, Fred. qui ont là, essayé, là, tu sais. Sûrement que Rich il a essayé ça, genre 6 dimanches. Hum. Tu sais, en comme 2000, je sais plus, là, 15. Ah, puis si le Divan existait encore, ça serait une pas pire place pour continuer ça, parce que c'était pas pire, le stage. Il était pas pire. Non, ça serait excellent, en fait, T'sais. là. C'est une belle taille. Puis là, toi, t'es arrivé là. Paf. Ouais. J'ai lu mes jokes. J'avais, honnêtement, sûrement 4 minutes de stock, là. Tu sais, j'avais, genre, Nice. 14 liners, là. Ça, c'est tellement difficile. Ouais, pis tu sais, pas de présentation, pas allô, t'es réchauffe pas, tu parles pas de toi, Ok, t'es vraiment comme... Avez-vous déjà... Tu pars dans le joke. Ouais. J'ai eu, comme, pour vrai, quelques rires parce que le public était sympa. Je pense qu'il y avait il y avait pas le goût que je me plante. Tu sais, ça s'est vraiment pas mal passé. Ça s'est pas bien passé, là. Ça s'est juste passé, là. Tu sais, je suis juste sorti de scène. Mais c'était pas assez catastrophique pour te dire après, je fais plus jamais ça. Non, puis genre, les peut-être 2 rires francs que j'ai eu là, sur mes 14 jokes, je les ai caressés. Là. Tu sais, je me suis accroché à ça. Puis le monde était gentil dans l'âge. Tu sais, je me rappelle que j'étais comme, OK, tu sais, je retourne chez nous travailler. Là. Tu sais, déjà, ça marchait pas. Ça. Puis, tu sais, tu pourrais passer 2 ans à travailler sur des jokes si tu les essayes pas devant un public, tu le sais pas. Là. Mm-hmm. Tu sais, à moins que t'aies genre 20, 30 ans d'expérience, là, je suis pas mal sûr que les top humoristes, ils savent un peu plus, là, tu sais, leur V1, ils vont anticiper parce qu'ils se connaissent bien. Ouais. Mais il faut l'essayer. Puis bizarrement, il y a des affaires qui rient que tu fais « Ah ouais, c'est drôle. » Fait que là, la prochaine fois, t'en mets plus, tu joues plus. Là, tu l'essaies, ouais, c'est ça. Vraiment du dosage. Ça t'a pris combien de temps de monter ton show, là, que d'ailleurs, tu pars en tournée à travers... Ben, je suis en tournée depuis un bout, là. puis un petit... Ben, tu sais, avec la pandémie. Mais là, il y a une grosse run de show, là, qui Ouais, commence. qui se finit en juin, là. C'est ça. Ouais. Ça t'a pris combien de temps de le solidifier, l'avoir en main avant de le donner à Fabien Cloutier pour la mise en scène, là? Ça t'a pris quoi, 4 ans? Ouais, à peu près. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire du stand-up autour de 2015, je pense. Puis ce show-là, il était prêt en 2019. Fait que ouais, c'est 4 Quand ans. même. Ouais. T'sais. Puis c'était un collage. Puis tu sais, j'ai fait pas loin de 1000 shows, là. Tu sais, je veux dire, j'ai fait ça non-stop, moi, pendant 4 ans. Là, c'était vraiment Wow. Puis full-time, là, tu sais. Je veux dire, 3-4 fois semaine. Puis parallèlement aussi, il y a toutes les capsules justement que tu fais. On va parler évidemment de Club Solide tantôt, mais tu sais, je suis juste curieux de savoir, quand tu as commencé justement, tu disais en 2011, tu sais, j'ai essayé avec mon personnage de critique littéraire. Au début, il n'y avait pas vraiment d'argent à faire Non. là-dedans. Tu sais, c'était plus, tu testais la chose, puis en même temps, c'était te faire connaître avec ça. Mhm. Comment tu vivais? Je suis juste curieux. Ouais, ben j'étais barman. T'étais barman? Ouais. OK. Jusqu'à 2016-17, là, quand j'ai commencé à avoir des petits contrats de télé, OK. je me suis dit, OK, tu sais, je m'étais gardé un shift ou 2 au Quai des Brumes, là, tu sais. OK. Juste pour dire, là, 2 jours, là, parce que Ouais. je voulais pas me coucher trop tard. Ah non, c'est Juste ça. pour dire, j'ai comme un petit income, une petite rentrée d'argent stable, mais le plan, là, c'était de faire la transition, puis je le voyais, tu sais, j'avais des amis que ça marchait, que ça avait explosé, tu sais, je le voyais que quand tu rentres dans ce business-là, puis si t'as le goût, puis que la machine, je vais mettre des guillemets, la machine Ouais. étant la machine médiatique, là, tu sais, si la machine t'aime, puis que toi, tu t'aimes ça, créer, parler, faire du contenu, tu manqueras jamais de job, tu sais. Ben, je dis jamais. Mais En il tout cas, y a de la place le pour temps que ça marche. Ben, oui. Donc, moi, je me suis dit à un moment donné, là, tu sais, j'approchais 26 ans, tu sais, ce qui est pas vieux non plus, mais ce qui est pas non plus j'étais plus un enfant dans le sens où, tu sais, j'étais en couple depuis longtemps avec ma blonde, on essayait de faire une famille, tu sais, on projetait acheter. Tu sais, là, j'avais le goût un petit peu de m'enraciner dans quelque chose, donc je me suis dit, mais là, tu sais, all in, là. Fait Ben que ouais. c'est ça, ouais. Tu all t'es in. lancé. Ouais. Puis
Ça a bien été tout de suite. T'es avec une agence. Ouais, il y a exact. quelqu'un qui s'occupe de toi. Tu sais, mais c'est ça, c'est tout l'entourage. Ouais, il y avait un encadrement, puis là, j'étais, tu sais, puis je le voyais la différence de comme, mais la clé, c'est vraiment de travailler, tu sais, c'est super cliché, mais tu sais, je voyais des amis aussi qui commençaient en humour, puis tu sais, ils travaillaient 5 jours semaine, puis ils étaient comme, tu sais, je vais aller faire de l'humour dans les bars, puis arrivait le vendredi, j'ai pas eu le temps d'écrire cette semaine, puis moi, je passais mes semaines à écrire, là. Je passais littéralement ma journée au café à écrire. Puis le soir, j'allais jouer où je pouvais, tu sais, des fois, je m'en allais jouer à Drummond 10 minutes. Name it, j'avais pas de char à l'époque, là, j'embarquais dans les chars à n'importe qui. Je peux-tu venir jouer gratos? Ouais, parfait. Je viens jouer, tu sais, je voulais juste jouer. Puis c'est comme ça que t'apprends. Puis je faisais mes vidéos en parallèle qui m'aidaient à aller tranquillement grappiller un peu de un auditoire, tu sais, qui aimait mes personnages, mes sketchs, puis mes Quand trucs. est-ce que tu as remarqué que les gens... Il y a eu ce moment-là où est-ce que les gens venaient te voir et faisaient « Hey, t'es le gars. » Le gars de la flûte ou le gars Ouais. du web. Mais il était où ce moment-là où est-ce que ça a explosé? Mais moi, Pour toi, j'ai pour pas toi. tu sais, j'ai pas ma vidéo virale, tu sais, j'en ai plein des vidéos extrêmement virales, là, tu sais, à plusieurs millions de vues, mais c'est plein de petits Des petits hints. Puis tu sais, quand j'ai commencé à animer des soirées d'humour, qui a vraiment été la meilleure école pour moi, parce que c'est là que j'ai compris que j'avais le droit d'improviser sur scène, j'avais le droit de... C'est là que j'ai vraiment compris mon humour, tu sais, style. mon clown, ouais, mon style de, tu sais, en étant sur scène à chaque semaine, à devoir écrire du nouveau stock. Puis il y a une semaine que t'as pas écrit tant d'affaires, fait que tu dis, je vais partir en impro. Puis c'est là que... Finalement, tu fais... les trucs. Ouais, c'est là que, tu sais, en mode survie, ton cerveau, il trouve des petits trucs. Mais bref, je m'étais mis comme défi de faire une vidéo par semaine. J'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. OK, c'était ça tous les jeudis, okay. ouais. Puis c'était pour annoncer ma soirée, mes stand-up, tu sais, au Terminal et au Major Tom à l'époque. Fait que tous les jeudis, sauf l'été, disons, quand on était off, mais tu sais, en saison de septembre à mai, mettons, je faisais une vidéo par semaine. Fait que là aussi, je m'étais mis un devoir, pas le choix de sortir une vidéo. Puis là, j'ai commencé à essayer des trucs, des doublages, des chansons, des niaiseries, des personnages, puis la flûte dans le nez, c'est un peu sorti là aussi comme un accident. Puis là, on en parle. Puis cette vidéo, à un moment donné, j'avais fait un cover de Britney Spears à la flûte nasale. Puis la page Minute Buzz, qui est genre le BuzzFeed français, l'avait republié, pas repartagé, republié. Il avait carrément juste pris le visuel. Zing. Je pense pas qu'il m'avait demandé, mais en tout cas, il m'avait tagué quand même. Okay. Il avait eu la décence de taguer ma page. Puis ça avait fait des millions de vues en 24 heures. Tu sais. Puis ça, c'est fou, là. Puis là, je le voyais un peu, l'espèce d'algorithme qui s'énerve, puis genre, beaucoup de gens qui s'abonnent, puis l'espèce de... c'est plus juste mes amis qui rient de mes jokes, là, tu sais, c'est comme... Ouais. Il y a un buzz, là, tu sais, puis je pense que j'étais allé à Radio Cannes une première fois, puis il avait passé ça, puis là, les gens m'écrivaient. Puis là, j'ai comme compris... OK, Mais ton style s'est défini aussi à travers ça, sûrement. Ben oui, puis j'ai toujours eu un style un peu hétéroclite dans la mesure où, sur le web, du moins, je fais pas... Tu sais, parce qu'à l'époque, on est dans le web, là, que tout le monde veut percer le web, là. Tu sais, c'est Julien Lacroix, disons, c'est l'humoriste qui fonctionne le plus sur le web, mais il y a un personnage clair. Tu sais, c'est le gars qui dit de la merde dans une situation X, en jump cut. Puis ses vidéos, c'était toujours ce canevas-là. Bon. Tu sais, c'était bien fait. Ça marchait. Non, ça marchait au bout, tu sais, mais moi, j'étais pas dans un frame, j'étais pas dans un canevas. Je faisais une chanson, une parodie, un doublage, un truc bizarre, un personnage. Puis je l'ai encore, cette affaire-là, que je suis comme, j'aime ça, moi, avoir la... C'est musical, c'est rythmé. Ça, c'est une affaire qui va avec toutes tes capsules. S'il y a une qualité ou à rassembler, il y a ça. D'ailleurs, ces capsules-là qui sortaient les jeudis, tu sais, mine de rien, on les regarde, passent vite, c'est super cool. Mais ça prend du temps quand même à fabriquer, puis c'est du gossage, c'est de l'erreur, c'est faire combien de prises, regarder, couper, coller, nanana. Ça, c'était quoi? Ça varie selon la capsule. C'est ça, mais tu sais, j'ai souvenir des trucs plus ambitieux, là, où est-ce que je faisais plusieurs personnages, puis là, c'était le split screen, puis là, j'avais mes traits de pied, puis là, le son, il a pas marché, puis là... Commence. Puis tu sais, heureusement que j'avais étudié en art visuel, parce que je les avais fait, ces cours-là, tu sais, j'avais mon petit Zoom, j'avais mon petit Canon, mes logiciels, fait que je connaissais juste assez les affaires pour le faire moi-même. Ouais.
Mais mon Dieu que j'ai appris sur le tas, là, tu sais. C'est sûr. Puis vive YouTube et les tutoriels de how to do subtitle, edits. Puis là, on se parle entre humoristes. Hey, j'ai vu que T'as fait ça. t'as uploadé ouais. ça comme ça marche mieux. Comment tu fais ça? Ah, tu mets un thumbnail. Là, excusez, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais tu sais, Dans ce- le ben, thumbnail, c'est ouais. l'espèce d'image fixe sur une vidéo. Puis là, on se passait les mots. Hey, toi, ça a bien marché. Tu sais, à l'époque, il fallait faire des fichiers sous-titres, là, tu sais, Ah oui. les points STR ou SRT Ouais, ouais. que tu mettais. Mais là, à un moment donné, YouTube, ils ont commencé à t'offrir la possibilité de les faire dans YouTube, là, tes Ouais. extracts. Ben, ce qui est bien, parce que ça sauve du temps aussi. Mais là. ben oui. Tu sais, c'est comme fou, là. Mais là, maintenant, tu sais, il y a des plugins sur Adobe que il te fait le sous-titre juste en reconnaissance. Ça, c'est fou. C'est vraiment bien fait. On là. est rendu là. Ouais, non, c'est ça. C'est Fait que comme- les outils ont changé, là, tu sais, en 7-8 ans, là. Est-ce qu'il y a une capsule ou une sélection 2-3 que tu trouves que ça c'était un bel accomplissement? Est-ce que des fois, est-ce que tu évalues ton travail comme ça ou tu passes vite à l'autre? Tu fais nah, next, ou il y en a certaines que tu dis ça, c'est pas mal dans mon top de travail que j'ai réussi à faire. Mais sur le web, j'ai toujours eu une approche un peu plus quantité que qualité, là. Puis ça a l'air bizarre à dire parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on est encore plus dans un monde où est-ce que, avec TikTok, tout ça, les jeunes créateurs de contenu se font répéter comme fais 3 vidéos par jour. Tu sais, peu importe. Fais-en toujours. T'es sérieux? C'est vraiment ça qu'ils disent? Ben, ils se font dire? Il y a des gens qui ont cette approche-là. C'est un peu de dire, tu sais, quand tu vas à la pêche, là, mets juste des lignes partout. Puis c'est pas grave, à un moment donné, puis réupload les mêmes vidéos, puis tu sais, genre, puis juste vas-y parce que c'est un peu la jungle, là. Tout le monde fait du contenu. Moi, j'étais à une époque où est-ce que le Golden Age Facebook pour les humoristes, en tout cas, tu sais, je sortais quelque chose, puis j'avais à peine d'abonnés, puis je faisais un minimum de 100 000 vues dans le premier 24 heures. Ce qui est pas pire. Ben, ce qui est énorme, tu sais, j'avais pas tant de monde qui me suivait, là, je veux dire. Mais là, toi, en plus, Fait que, tu sais, tout fonctionnait un peu tout seul. Puis après, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a des vidéos qui ont vraiment marché, qui ont vraiment résonné. Tu sais, je me rappelle, j'avais pris une scène du Titanic, qui est comme la scène où est-ce que Jack il dessine Rose, mais genre, j'avais remonté les bouts où est-ce qu'il dessine, puis je refaisais le dessin, puis il est dégueulasse, le dessin, là. Puis, mais il est vrai. En fait, non, moi, je faisais Rose, et aussi le dessin. J'avais refait la trame à la flûte, dégueulasse. Fait que, tu sais, j'étais juste venu comme trafiquer cette scène-là. Ouais. Ça avait bien marché. Les chansons, mes jeux de mots de chansons. Ça marche bien, ça aussi. C'est des medleys super simples. Mais là, dans les plateformes, ça veut dire que tu sors encore tout sur Facebook, Instagram et TikTok. Et YouTube, souvent. Et YouTube. Ben, dépendamment, là, mais T'as oui. vraiment 4 plateformes Pas de mal jeux. 4, ouais. Puis c'est où que ça se passe? C'est vraiment TikTok, c'est là que ça se passe plus? Ça dépend du contenu. Ah ouais, hein, ça Ouais. dépend. Ça dépend vraiment. Là, maintenant, c'est beaucoup le format vertical, là, ce qu'on appelle le Reel, là, ou tu sais, le TikTok. Ouais. Là, tu sais, faut penser les vidéos plus à la verticale parce que toutes les plateformes ont essayé de copier TikTok dans les 2 dernières années parce que les jeunes sont plus là. Mais tu sais, je vais mettre des extraits, des longs sketchs de Club Soli. Ben, des longs sketchs, Pas des bons chops, là. ouais, des 5 minutes, je mets ça marche plus sur Facebook et YouTube. Mhm. Des trucs vraiment courts, punchés, ça va marcher plus TikTok, Instagram. Des fois, dépendamment des référents. Tu sais, moi, vraiment que j'ai des référents plus de trentenaires, on dirait que je perds un peu le crowd sur TikTok. Ouais. Ça marche plus sur Instagram. Fait que c'est vraiment curieux, je peux mettre la même vidéo sur les 4 plateformes, puis c'est pas les mêmes vues, c'est pas les mêmes... Est-ce que t'as déjà fait une espèce d'étude de marché, on pourrait dire, pour comprendre ton public? Ou tu fais juste le noter par toi-même? Parce que ce que je trouve intéressant, quand tu sors des nouvelles vidéos, j'ai beaucoup d'amis de différents âges, tu sais. Puis ma sœur, qui est plus jeune, va me l'envoyer en privé. Elle fait « Ah, t'as-tu vu ça? » Puis j'ai un collègue en musique qui va peut-être avoir 60 ans. Il va me l'envoyer lui aussi dans le même 24 heures, tu sais. Mettons, mettons, des fois, je vois ça. C'est assez large. En même temps, je sais que Club Soli, je lisais quelque part que les jeunes... Et ce qui est le plus grand défi aujourd'hui, c'est de leur faire regarder un peu de télévision. Ouais. Et ça marche, apparemment. Semblerait. Ça semblerait avec ça. Ouais. Donc, ça commence à s'élargir beaucoup, je pense, son public. Mais tu sais, moi, j'ai les chiffres, mais tu sais, c'est limité, mais tu sais, je peux même le regarder avec toi, mais tu sais... Mais est-ce que, moi, ma question, c'est, avec ces chiffres-là maintenant, est-ce que
ça influence ta création de contenu ou t'en fais abstraction? Ben, c'est difficile à dire parce que je crois que naturellement, on est toujours un peu influencé par les réseaux sociaux dans la mesure où, tu sais, notre cerveau, il est addict à la dopamine que créent les likes. Fait que je suis convaincu que presque tout le monde qui crée sur les réseaux sociaux, qu'il le veuille ou non, finit par être influencé par le fait que tu veux que ta vidéo marche parce que t'aimes la récompense d'une vidéo qui fonctionne, c'est gratifiant, puis c'est buzzant de voir tes chiffres monter. Après, c'est à nous de se déprogrammer un peu, de faire, bon, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis de pas toujours penser en fonction de qu'est-ce que le public veut, parce que je trouve que ça peut être un peu pernicieux, tu sais, à un moment donné, c'est comme si tu t'en vas au resto, puis le chef fait juste, ah, ben, ce plat-là, il marche, on va juste faire ça, puis à un moment donné, tu sais, sinon, tant qu'à ça, on va arrêter de faire de l'art, puis on va juste... Mais tu réussis quand même à t'en détacher assez pour essayer, expérimenter encore des choses, parce que moi, J'essaie, ouais. Quand j'écoutais Club Soli, je sais aussi que t'es pas tout seul sur ce concept-là, sur ce show-là. Je trouvais que c'était ultra... ça allait dans des zones qui étaient différentes, quand même. Ouais. Par rapport à ce que tu faisais de d'autres contenus. Aussi, il y a un autre budget, aussi, on mine de rien. Il y a un autre budget, il y a moins un stress de, tu sais, une émission de 30 minutes, ben 22 minutes de contenu. Ça peut pas puncher à la même vitesse tout le long. Ça prend des variations, surtout quand tu fais du sketch, là, par définition, c'est morcelé. Oui, je travaille, tu sais, on est 2 auteurs principaux, là, c'est moi puis Julien Corriveau. OK. Ben, il y a d'autres collabos qui écrivent des sketchs à la pièce, là, mais essentiellement, c'est moi puis Julien qui écrivons tout. Alors déjà, il y a nos 2 univers à nous qui matchent. Qui se rencontrent, qui matchent très bien. Ouais, on travaille bien ensemble. Puis tu sais, on écrit des V1, on se les repasse, on les repunch ensemble. Fait que ça finit par un peu tout se merger. Mais il y a le désir aussi d'essayer des affaires, tu sais, de casser les patterns parce qu'on a le terrain de jeu, puis on a le budget pour le faire, puis on a aussi des interprètes, des réalisateurs, du monde trippant, là, qui sont sur la liste, là. Ouais, des costumes, des maquilleuses, t'sais. Fait qu'à un moment donné, des fois, c'est la Virginie, la maquilleuse, qui dit, hey, moi, j'ai ce costume-là, j'ai fait des prothèses pour une pub. Là, crème, mais oui, on pourrait faire. Tu sais, l'idée, elle peut partir de tous les sens. Ouais. Là, on a Marc Labrèche, il vient. Il me semble que ça serait cool de le... Tu sais, on écrit en fonction de qui vient, qu'est-ce qu'on a comme dispo. Des fois aussi, c'est des contraintes de lieu. Tu sais, on tourne un sketch dans un resto, on peut-tu rentabiliser l'après-midi puis en tourner un autre? Ah ben oui. Puis là, l'idée vient de... Si tu le rêves un peu, de faire un show de même? Pas mal le rêve. Est-ce que c'était quelque chose... Est-ce que c'était un rêve? Parce que là, tu sais, t'es dedans, le projet, il est super le fun. Ouais. Mais est-ce que c'était quelque chose que tu disais, ça serait peut-être cool un jour que j'aille mon show? Ben, c'est un rêve caché parce que, tu sais, moi, j'ai pas vraiment compris que je voulais faire de l'humour. Mais en rétrospective, j'étais comme, ben, c'est ça que je voulais faire, mais je me disais que c'était l'art visuel, c'est-tu ma famille de musiciens classiques, c'est-tu je sais pas quoi, là, tu sais, je m'empêchais peut-être de rêver à ça. Mais c'est sûr que moi, jeune, je capotais, j'écoutais les RBO, là, en boucle, tu sais, j'avais les cassettes. Ouais, parlons-en de tes influences de jeunesse d'humour. RBO est présent, je présume. Pérus a été planche, cordé, là, tu sais, je les écoutais, là, le disque, il pouvait plus rouler, là, mon père, il était comme, encore? Là, je sais, mais ça, on est une gang, là. On est une génération. On est une génération, puis les jeunes encore, aujourd'hui, adolescents, écoutent du Pérus. Ouais, c'est fou. Il est comme un artiste tellement important. Ouais, c'est addictif. Labrèche, Bruno Blanchette. Ouais, mais Fin du monde, j'étais limite trop jeune. T'étais trop jeune, ouais. Ben, je l'écoutais avec mes parents, puis j'aimais ça, mais tu sais, vraiment après ça, le studio. Donc, c'était Guy Jodoin, Bruno Blanchette, puis Guylaine. Je pense que c'était Guylaine Tremblay. Ah, OK. Alors, en tout cas, la première saison. Puis après ça, n'ajoutez pas votre sécheuse, les projets de Bruno Blanchette. Ça, t'aimais ça? Oui, vraiment beaucoup. Là, c'est l'époque télé où, tu sais, il faut aller louer des cassettes. Fait que, tu sais, je louais des Juste pour rire, je louais des... tu sais, les Bleus Poudres, je pense qu'il y avait une cassette, les 4 RBO. Sans limite. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'était un peu limité, là, tu sais, pré-web, là, tu sais, faut que tu creuses, puis sinon, ben, l'humour qui joue à la télé, mais, ben oui, le sketch, tu sais, vraiment mais c'est ça, le sketch. Chicken Swell, qui est arrivé quand j'étais au secondaire. Ça, c'était fort. Philactère Cola, j'en garde des souvenirs plus bizarres, là, mais tu sais, abstraits, mais je me rappelle que, tu sais, c'était trippant, là. Ah oui, il y avait du bon stock. Ouais. Puis les comédies, est-ce que le style cinématographique, les films de comédie aussi, c'était assez présent? Absolument, mais tu sais, au Québec, disons, tu
sais, moi, je louais les bye-bye, je louais les vieux bye-bye. Après ça, c'est quoi nos comédies, tu sais, Ding et Dong le film, là, tu sais, c'est un peu, pour un enfant, tu sais, c'est un peu plus bizarre. J'ai écouté à l'adolescence. Évidemment, Les Petites Vies. Ouais, c'est pas mal toutes les mêmes choses que moi. Ouais, c'est ça. Ben sinon, il y a des bonnes comédies françaises, tu sais. Après ça, je me rappelle, en 2002, tu sais, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Le Dîner de con, évidemment. C'est ça. Mais Pierre Richard, on l'oublie un peu, mais moi, ça, tout cet univers-là, je l'ai surconsommé avec mes parents, mon père. Il y a quelque chose de regarder l'humour avec tes parents, voir tes parents rire, pis tu sais, OK, ça c'est bon pour eux. Puis là, j'ai OK. Puis là, t'analyses un peu, puis tu ouais, OK, c'est quand même pas pire. Moi, j'adorais, tu sais, je me suis claqué The Office avec mon père, tu sais, juste un petit peu avant que je parte en appart. C'était tellement des bons moments, là, tu sais, j'aimais ça. Puis c'était dans le temps des DVD, là, tu sais, on allait louer le DVD, puis là, on se claquait une saison. Puis là, tu sais, je le regardais rire un peu, puis c'est comme un moment, le fun de rire en famille. Puis pour la même raison qu'on aime rire dans une salle, tu sais, un rire en groupe, on dirait que ça cimente un peu le communautaire, là, tu sais, c'est comme, après ça, t'as un référent commun aussi, tu te sens bien. Parlons de ta famille, si tu veux. Ben oui. Un instant, parce que t'en as mentionné, puis parce que souvent, je vois, des fois, il y a des petits articles, des petits reportages qui sont faits sur toi, puis que ça parle Arnaud vient d'une famille musicale. Moi, ça me fait rire parce que je pense que les gens comprennent pas réellement l'ampleur de ta famille, tu sais. Moi, oui, parce que je suis en musique, puis je les connais, et tu sais, même, je pense, cousin, cousine, oncle, tante, tu sais, tout le monde. Ouais, c'est une grosse famille. C'est une grosse famille de musiciens qui a été présente. Toi, ton rapport avec ça, bien évidemment, tu joues de la flûte. C'était-tu pas mal imposé par la famille, la musique? C'était-tu une obligation? C'était juste là? Non. Il y a ton frère aussi qui est musicien. Je pense que tu demanderais ça à n'importe qui, mettons, qui a des parents athlètes, qui est athlète, il dirait sûrement, je faisais du sport à 3 ans. Tu sais, à un moment donné, t'es un enfant, tu baignes dans un environnement, un milieu, puis tu sais, mes parents, ils m'envoyaient au camp musical quand j'étais jeune, puis après ça, il y avait l'école de musique. C'est lequel t'es allé? À Camac. À Camac, ouais. Tu sais, j'étais allé aussi au Paralysé, j'étais allé à la Naudière. OK. Mais Camac, ma mère enseignait là. Donc, disons, les 10 premières années de ma vie, j'ai passé 2 semaines là. D'où la flûte à bec très, très jeune, tu sais, avant même de rentrer au primaire, je jouais de la flûte, là, tu sais, à cause de Camac. Ensuite, l'école Le Plateau, qui est une école de musique à Montréal. T'es allé là, c'est vrai. Dans le parc La Fontaine. Mais c'est quoi que tu jouais là? La flûte à bec aussi. Ah oui, il y avait OK, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus ça, hein. C'est plus ça, c'est symphonique, là. C'est symphonique, puis c'est bien gros clarinette, violon, flûte traversière. Bon, ils ont comme un trompette, je pense qu'ils ont abandonné. Ouais, c'est ça, ils ont un peu abandonné flûte à bec, mais bon. Correct. Mais bref, nous, à l'époque, c'était flûte à bec. Puis là, ensuite, Joseph-François Perrault, qui est une école aussi de concentration musique symphonique, où est-ce que là, j'ai fait la flûte traversière. OK. Qui était juste l'espèce de continuité. Ouais, tu sais, j'ai essayé toutes les vents, t'arrives là-bas, pis t'es comme, tu sais, souffle dans la clarinette, souffle dans le hautbois. T'étais-tu un pratiqueux? Non. Non, hein? Non. Jamais. Jamais. J'ai essayé mes gammes, là, tu sais, ma prof privée disait, pourquoi tu pratiques pas? Mais j'aime pas ça m'intéresse pas, je sais pas quoi dire. Man. Moi, mes filles, en ce moment, c'est ça. Mes 2 filles, je leur impose un peu ça, mais c'est, tu sais, 5 jours semaine, faut que je mette le chronomètre quand ça sonne, ils font fini, puis ils vont ranger leur violon, puis tu sais, puis je leur ai expliqué pourquoi. J'ai dit c'est juste pour le plaisir, mais ma fille a dit ouais, mais c'est pas le fun. Mais je fais ouais, mais c'est pour apprendre quelque chose, tu vas apprendre à lire la musique, tout ça. J'ai dit au secondaire, tu pourras tout abandonner ça. Ça c'est sûr, tu sais. Toi, il y avait ta mère savait que et ton père savait que tu pratiquais pas vraiment. Oui. Ben, tu sais, surtout au secondaire, il y a eu un moment où est-ce que, tu sais, parce qu'au primaire, bon, tu joues, puis tu sais, j'avais assez d'oreilles, puis pour, oui, c'est le primaire, là, tu sais, tu joues, Ouais. Le secondaire, il y a des gens, surtout dans mon groupe, tu sais, des amis de l'époque qui sont musiciens aujourd'hui, là, tu sais, Hubert Tanguay-Labrosse, que tu connais peut-être, qui était mon meilleur ami au secondaire, avec qui j'avais un groupe. J'y parlais juste à un moment donné. Ah ouais, c'est vrai? Il travaille beaucoup avec le camp musical. Ouais, c'est ça. Puis là, je m'en vais enseigner là, puis là, on avait des trucs. Et Hubert, j'avais un groupe d'humour musical avec lui qui s'appelait L'Étouffe, d'ailleurs. OK. En secondaire 1 et 2. Marilyn Provencher, ma première copine, flûtiste aujourd'hui. Bref, là, tu sais, j'ai plein d'amis qui sont encore aujourd'hui musiciens professionnels. Puis tu le sens, là, tu sais, je te dirais secondaire 2, 3, là, tu sais, ça commence à
Oh, Ouais, crème, ok, là. Je suis un peu en arrière. Ouais, il joue, là, puis à un moment donné, je suis plus... Puis là, je me rappelle, moi, il y avait des auditions, je pense, en secondaire 4 pour être dans l'orchestre qui part en tournée. Parce que, tu sais, tout le monde faisait l'orchestre, mais on était trop. Fait que là, c'est comme 4 flûtes. Puis moi, tout le monde était comme Arnaud, tu sais, j'ai toujours eu juste assez de talent pour être naturellement dans les premiers. Puis là, tu sais, tout le monde était comme, ben, Arnaud va être dans la tournée, tu sais, naturellement, il va être la 4e flûte, là, tu sais. Première, 2e flûte, là, je sais plus trop c'était comment, là. Comment ça marchait? Puis finalement, je l'ai pas eu, tu sais, j'ai zéro pratiqué. Puis je suis arrivé à l'audition, puis je me suis fait passer par le gars qui venait de l'option, là, tu sais, qui avait drillé ses gammes, puis tu sais, qui avait pas nécessairement un talent inné, mais qui avait pratiqué tous les jours, puis qui voulait faire la tournée. Puis moi, j'étais comme, je fumais du weed, puis tu sais, je pratiquais pas de temps, puis ça m'a rentré dedans, parce que là, j'ai fait, ah ben oui. Mais en même temps, ça demande un effort. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, j'étais content aussi de faire, je vais pouvoir passer du temps avec mes amis à Montréal, au lieu d'aller, tu sais, ils partent en Europe, là, faire une tournée, là. C'est ça. Mais là, fait que ça a été un petit deuil, mais aussi en même temps, tu t'attendais à quoi, là? Tu sors jamais ta flûte. Je l'amenais chez nous, mais tu sais, pour dire, là. Ah ouais, c'est ça. Je jouais jamais, là. Ton frère, c'était-tu un pratiqueux? Non. Non plus? T'es naturel? Ben là, oui. Tu sais, rendu à la maîtrise, je te dis que... Oui. Mais pas au secondaire, mais tu sais, lui, il était à Pierre-Laporte, en percussion, puis... Super musicien, en plus. Ouais, moi, j'ai eu la chance, j'ai fait des collaborations avec lui, il nous jouait avec mon quatuor, puis ouais. Et vous avez quand même des belles similitudes dans vos expressions et dans votre façon de faire. Êtes-vous proche? Oui, très proche. Cool. Ouais, on n'est pas, tu sais, on a 1 an et demi de différence, là. Fait qu'on est en âge, on est proche. Ouais. On a des enfants pratiquement le même âge. C'est ça. Tu sais, je m'en vais souper chez lui tantôt, là. Cool. Tu diras salut. Oui, là, maintenant, t'es père. Deux belles petites filles. Ouais. Vient ce moment-là, je me dis, est-ce que le fait d'être devenu père maintenant influence ton contenu? Est-ce que il y a une peur qui s'installe sur pu être drôle? Mais pas nécessairement pu être drôle, mais tu sais, juste est-ce que je vais encore avoir cette dégaine-là? Est-ce que je veux... Mes enfants vont voir mon contenu plus tard, moi je veux quand même faire quelque chose. Ou c'est pas là? Non? Non, je pense pas à ça, mais même des fois on regarde des vidéos. Tu sais, surtout les chansons, là, ma fille elle aime ça regarder mes chansons dans Club Soli ou mes dance ou tu sais, mes trucs plus musicaux. Non, le vrai seul impact que ça a sur... Bien évidemment, ça m'a changé. Tu sais, j'ai pas la même perspective sur plein de choses, donc ça m'inspire sur des thématiques. Mais la vraie différence, c'est que je fais beaucoup moins de contenu parce que je suis brûlé et j'ai plus de temps. C'est vraiment ça la différence. Tu sais, ma liste d'idées de vidéos là, est tellement loadée. Là. Tu sais, okay. Man, tu sais, le cerveau, il roule à 100%. Tes notes, tu les notes dans ton calepin que je vois qui est à côté. Ouais, mais dans mon ordi, là, j'ai un folder plein. Puis même, des fois, j'ai des bonnes maquettes de vidéos, mais je suis comme, pour que ça soit drôle, il faut vraiment que je le fasse à fond. Fait que, il faudrait que je... OK. Mais c'est correct. Mais aussi, t'es dans une passe, je dirais, 3 ans et quelques... 9 mois. 9 mois. Puis il dort pas super bien. Donc, vous êtes dans cette période-là, là. Ah ouais, c'est vraiment, honnêtement... moi, ça me frustre encore un peu, mais tu sais, j'assume, tu sais, c'est ça être un parent, mais c'est juste... mon cerveau, il va à une vitesse, puis là, je peux plus Ouais. livrer ce que je voudrais livrer, fait que faut toujours se rappeler de, OK. Il n'y aurait pas une façon de gérer ça, mettons, avoir une assistante qui peut comme prendre un paquet de tâches que tu n'aurais pas besoin de faire? Ben, je le fais déjà avec l'agence, tu sais, même ma blonde gère mes messages sur mes réseaux sociaux. Là, j'en suis vraiment à la création. Tu sais, puis même des trucs techniques, souvent, maintenant, je fais monter des vidéos, tu sais, j'engage des amis pour faire des trucs. Mais l'essence même, tu sais, quand je fais une vidéo sur TikTok, le bout que je me filme, puis que... Faut que tu le fasses. Faut que je le fasse. C'est ça. C'est même pas que c'est long, hein, c'est juste que j'arrive le soir, quand la vaisselle est faite, ça, là, je plie mon linge, là, je me pars une petite série, je suis claqué, là, tu sais. C'est ça. C'est ça. Puis je sais que je me réveille à 6 le lendemain, fait que... Puis vous dormez moyen en plus en ce moment. Ouais. Puis je suis en tournée aussi 3 shows semaine. Ouais. J'écris une série télé. Et vous faites le 5, 10, 15? Vous essayez un peu? Non. Laurence aime pas ça quand l'enfant pleure. Fait que... vous allez encore mal dormir. C'est ça, regarde. Ah, man, moi, quand le micro va être fermé, là, je vais te convertir au 5, 10, 15. J'ai fait ça à mes... Je suis déjà vendu. J'ai fait ça à mes 2. Ouais. Puis, tu sais, même, j'étais allé contre les suggestions scientifiques, là. Au premier mois, ils faisaient leur nuit. Bon. Puis,
Ils sont pas fuckés. Non, je suis sûr, ils sont tous pas fuckés. corrects. Ils ont même une écoute. belle indépendance Non. qui se crée parce qu'ils trustent. Ah, écoute, moi, t'as pas à me convaincre, hein, mais tu prendras ma blonde tantôt. Ouais. Alors, écoute, il y a du monde qui me jurait, là, qui me disait, ah non, moi, je ferais jamais ça. Il n'y en a pas question. Puis, 1 ou 2 ans plus tard, il y a des gens qui m'appelaient. Ils me disaient, peux-tu me leur donner comment ça se passe? Puis c'est même gens qui disaient jamais. Ou, pire encore, ils engageaient la professionnelle de ça, je sais plus son nom. Il y en a plein, mais il y en a une qui a écrit un livre là-dessus, puis ça coûte tellement cher puis la vient chez toi pour montrer Coach sommeil. comment laisser pleurer ton enfant. Ouais. Mais je peux comprendre ça. Écoute, regarde, moi, je me suis fait tirer des pierres, mais j'avais écrit une fois, j'ai mis ça sur 5, 10, 15, quelle méthode incroyable, je suis content d'être en forme. Et là, man, m'envoyer des articles pour me dire que je scrapais mes enfants, puis le développement intellectuel, puis j'étais là. Mais ça, à partir du moment où t'as des enfants, c'est un monde aussi, hein, tu sais. Mais faut que tu prennes ton camp. Et tu fais, je me trosse ou je me trosse pas. Puis ça, c'est difficile, ça. Puis là, tu vois des types de parents. Ouais. Puis tout ça. Mais on est à une ère aussi où est-ce qu'il y a une multiplication du blog de parentalité. Là. C'est comme devenu vraiment une identité très, très, très marketée, là, tu sais, la parentalité. Puis je pense que c'est une bonne chose dans une certaine mesure. Nous on suit des pédiatres, des gens qui donnent des super bons tips sur comment tu peux élever tes enfants, ou en tout cas des trucs aussi psychologiques de l'enfant, parce que tu sais, un enfant de 3 ans qui pète une crise, quand tu comprends que le cerveau est en développement, qu'il teste les limites, que c'est irrationnel, que c'est pas contre toi, ça peut te donner un peu d'air, parce que des fois, t'es tellement fatigué, t'es tellement t'as aucun recul sur la situation, que tu te dis, ok, je suis un mauvais parent, je suis en train de le scraper, tout ça, puis là, c'est de prendre un petit recul pour faire, wow, c'est correct. Oh oui, c'est correct. Il pleure, il va pleurer. Ah oui, puis l'enfant apprend en même temps. C'est ça, l'apprentissage est là, tu sais, tant que tu... c'est toujours, oui, mais c'est une aventure, puis c'est toujours aussi d'après de regarder qu'est-ce que nos parents ont fait. Ben oui. Est-ce qu'on s'inspire ou pas? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que vous pensez continuer ou vous allez arrêter ça? Moi, je suis vasectomisé. Ah non! Ouais. Man, je suis rendu là, moi aussi. Faut que je le fasse. Vas-y, C'était cool. Correct? Ah, ça a bien passé? Plus que correct. OK. C'était un pet. OK. Ah ouais. Pas une semaine à marcher bizarre, pas à te sentir bien? Non. Ils m'ont dit pas d'activité physique cette semaine. J'ai dit, bon, c'était pas dans mes plans. Ça, c'est correct. Non, mais genre pas de lift, pas des trucs lourds. Qui force, là. Non, ça pas de force, là, tu sais. Ah non, rien, là. Bravo. 15 minutes. 15 minutes? OK. Ah ouais, quelques 100$, chip-chop. OK. Puis là, genre 3 mois après, tu fais un petit examen. Spermogramme, là, tu sais, juste s'assurer que c'est beau, là. Le lendemain, moi, il m'appelait, c'est beau. Wow. Vous êtes infertile. Okay. Bon, je suis rendu. Félicitations, vous êtes infertile. C'est ça qu'ils disent, stérile? Stérile. Vous êtes, ouais, c'est ça. Quelque chose de même. Ouais, fait que, oui, c'est fini. Ben, 2, c'est en masse. Ouais, quand même. Ben, moi, je t'avoue. Ouais, moi aussi. On est dans la même équipe, écoute. Yes. Quand même, ils ont quel âge, tes filles? 8 et 5. En fait, c'est le même rapport de différence que toi. 8 et 5. Ouais, nous autres, c'est 3 et presque 1. Donc, c'est similaire, là. Ouais. Tu vois, c'est super, l'écart, là. C'est excellent. La grande sœur va avoir un impact monstrueux. En tout cas, nous, sont super chums, tu sais. Ils jouent tout le temps ensemble. Ils font, la plus vieille est en train de montrer à la plus jeune comment lire. Tu sais, c'est vraiment le fun. Nice. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment hâte. Écoute, allons donc à la prescription. Oui.
On y va. Alors, Arnaud, je t'écoute. 3 œuvres de tous les médias. Mais, ouais, comme tu veux, là. Ça peut être 3, 4. Puis, tu sais, si t'en as 4 ou 5, t'as le droit de tout dire. Là, ouais. Je suis allé avec, parce que on se le fait souvent demander, là, tu sais, tes coups de cœur culturels. Puis, tu sais, on dirait que j'ai essayé d'être un peu original parce que j'aurais pu parler de White Lotus, mais on dirait que tout le monde le fait. Puis j'aurais pu parler... C'est quand même le fun, White Lotus. J'ai beaucoup aimé ça, moi. T'as aimé la deuxième saison autant? Plus que la première. Hey, moi, c'est drôle. C'est super partagé. Il y a des gens, ah non, j'ai plus aimé. La deuxième est quand même trippante. Là. Ben, j'ai préféré les thèmes abordés dans la saison 2, entre autres sur les personnages de travailleuses du sexe, la relation des trigénérationnels, les 3 hommes italiens, sur l'orgueil masculin, l'orgueil masculin qui est assez au centre de tout ça, tu sais. Complètement au centre de tout ça. Et finalement, le décor. Tu sais, moi, je suis très attaché à la culture italienne. Mon père est un italophone. Il file. Ouais. Ben, il parle italien un peu, mais il capote sur l'Italie. On a été ensemble là-bas. Notre vie, elle se ressemble tellement. Ah ouais, tellement. Mon père, même affaire. Moi, j'ai amené toute la famille. Mon père et ma mère étaient jamais allés. On est allés, on est en famille avec les filles. Puis c'était comme un des plus beaux voyages. Puis on retourne cet automne. Ma sœur se marie en Italie. Puis on repart tout en famille. Puis l'Italie, c'est l'endroit que j'étais allé le plus souvent en voyage. Man, moi, c'est notre dernier gros voyage pré-pandémique. Toscane? Non, c'était vraiment Rome. OK. Beaucoup Rome. Puis ensuite, on s'est promené un petit peu dans les petites villes. On a été à Pitigliano, où est-ce que Serge Denoncourt a une maison. T'es-tu resté là? À sa maison, oui. Oui, toi aussi. C'est drôle. T'es allé au petit restaurant. Ouais. La madame qui parle français. C'est drôle. Extraordinaire, ce coin-là. C'est malade mental. Ah non, c'est fou. C'est les moutons, les vignobles, les châteaux. Tu sais, c'est juste... Bref, puis Romane, ma fille Roma. Romane. Fait que c'est ça que... Puis la nourriture, la culture. C'est les églises, les peintures de... Mais c'est pour ça que dans White Lotus, oui, le décor est super charmant. Moi, il y a ce passage-là où est-ce qu'ils vont visiter les lieux de tournage du parrain. C'est tellement méta. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment cool. C'est vraiment... En tout cas, White Lotus, c'est fun, mais c'est pas une suggestion. Mais ce n'est pas ma suggestion. Excellente, cette excellente série. Ma première suggestion, c'est une bande dessinée qui s'appelle Le Monde sans fin, parue en 2021. OK. C'est Jean-Marc Jancovici, qui est un spécialiste du climat, un gars qui donne des conférences sur l'énergie, sur le développement durable, ça. Et Christophe Blain, qui est un BDiste qui fait beaucoup de la BD documentaire, de ce que j'ai compris. Donc, c'est un ouvrage commun. Ça parle de l'avenir du monde et des énergies. Il déboulonne un peu certains mythes par rapport à qu'est-ce qu'une énergie propre, verte, durable. Ça parle évidemment de décroissance. C'est assez alarmant parce que c'est un thème qui est dur, là, parce qu'il nous met un petit peu dans notre face là, le rythme indécent à laquelle l'univers consomme en ce moment. Je vais dire la Terre, là, l'univers, c'est d'autres choses. C'est extrêmement bien vulgarisé là, pour les gens qui aiment apprendre, mais qui ont pas nécessairement un cerveau très en forme comme moi, ou qui ont des enfants, ou qui ont juste envie de traverser cet ouvrage-là rapidement. C'est 192 pages, mais ça se lit comme ça parce que c'est super bien vulgarisé. C'est dur, mais en même temps, c'est plein de solutions, c'est positif. C'est pas un livre qui te paralyse dans la peur et l'éco-anxiété. Je trouve que c'est un livre qui est inspirant et qui devrait être, à mon avis, obligatoire là, au programme parce que c'est extrêmement bien synthétisé, des concepts super compliqués d'utilisation énergétique, d'empreinte. Il décompose un petit peu toutes les formes d'énergie sur la planète. Il y a beaucoup d'exemples aussi de projections, beaucoup de tableaux, mais c'est fait avec de l'humour, même un peu de légèreté malgré tout. Donc, le Monde sans fin, moi, vraiment un coup de cœur. Jamais entendu. Et c'est un gros succès. Ben, en tout cas, de ce que j'ai lu en ligne, les gens qui tombent sur ce livre-là, puis tu sais, ça fait preacher un peu. mais il y a vraiment quelque chose d'important, je pense, dans un livre comme ça. Ça déboulonne un paquet de mythes aussi par rapport au climat. Une œuvre musicale... Il y a plein de trucs récents qui me tentaient, mais j'ai choisi une œuvre qui fête ses 300 ans cette année, Le clavier bien tempéré.
Une œuvre légère comme tout. Mais c'est beau. Mais parce qu'en plus, ma mère elle donnait 3 spectacles spéciaux à ce sujet. Je suis allé. T'es allé les voir? Juste un, en fait. Là. Il y avait une conférence, puis 2. Elle faisait l'entièreté de l'œuvre. Ça, c'est la préparation de ça. Je veux dire, c'est comme... En fait, c'est comme une vie parce qu'il faut que tu montes ça à petite dose. Tu peux pas juste comme... oui, elle s'est plongée à fond la caisse. Là, mais ma mère, elle joue du bac depuis... elle a 60... Quel âge elle a, ma mère? 65? Puis elle joue depuis qu'elle a peut-être... oui, elle a 65, c'est vrai. C'est ça, 15 ans. Fait que ça fait 50 ans qu'elle joue du bac, là. Mais... c'est comme respirer, là. Ouais. Donc, c'est 24 préludes et fugues, oui. dis-je. Ceux qui connaissent pas le clavier bien tempéré, je crois que c'est une œuvre qui mérite la peine d'y retourner. C'est de la grande musique. C'est savant et à la fois très léger. Je vois pas léger, c'est peut-être pas le bon mot, mais très digeste. Mais oui, digeste c'est le bon mot parce que si t'es pas quelqu'un qui est un théoricien, tout ça, tu peux amplement apprécier toute cette musique-là. Mais si t'es quelqu'un qui aime ça, gratter, comprendre, voir. Puis quand on parle de le génie d'un créateur, mais oui, juste avec ces œuvres-là, je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent dans le texte. Ah oui, puis c'est hallucinant. Là, ouais, puis la numérologie, tu sais, Bach, bon, il y avait ses obsessions, là, il était très chrétien, donc il y a quelque chose de déjà dans la théologie des nombres. Ceux qui savent pas, donc 24 préludes et fugues, c'est chacun des demi-tons du clavier. Toutes les tonalités majeures, mineures, finalement, qui sont décomposées dans cette œuvre-là. Et la fugue, ben c'est une espèce de forme canonique, là, où est-ce qu'il y a un motif qui se répète en plusieurs voix. Et le sujet peut être transformé, renversé, étiré dans sa valeur. C'est à la fois très scientifique et aussi juste très agréable de se plonger là-dedans. Et chaque œuvre... Donc, à l'époque, on accordait beaucoup d'importance à le tempérament des tonalités. Donc, on disait qu'un ré majeur était, disons, je vais dire n'importe quoi, lumineux et plein d'espoir, alors qu'un mi majeur était plus jovial, ténébreux. C'est ça, il y avait des qualités c'est ça. à travers ça. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir comment il a créé plein de mondes super variés. Il y a des préludes et fugues très populaires là-dedans. Il y en a des moins connus. Et c'est une œuvre... qui mérite la peine qu'on s'y replonge. Plein d'interprètes qui l'ont attaqué. Là. C'est quand même un gros morceau. Mais ça. Donc, je trouve ça drôle, une petite œuvre de 1722. Et une humoriste, je vais dire, c'est quand même mon milieu. Là. Moi, je suis quelqu'un qui est assez... je suis bon public, là, mais je commence à être difficile à surprendre, là, en humour, parce que j'en consomme beaucoup. Toi aussi, je pense que t'en consommes énormément. Trop, mais oui. Trop, c'est un problème? Ouais, oui, parce que la surprise devient un peu plus difficile. Je connais des recettes, puis il faut que tu laisses place à l'interprétation, puis des fois, c'est rendu que des fois, j'ai un peu de difficulté, là. C'est qui, donc, tes coups de cœur, mettons, de l'année? Je vais les noter. Ben, moi, j'ai vu sur ton papier qui t'allait annoncer. Ah ouais? Puis elle vient au podcast dans 3 semaines. Ah, cool, OK. Puis elle... c'est mon coup de cœur de l'année aussi. Ah, let's go. Ben, donc, c'est Suzy Bouchard, on va la nommer. Oui, on va la nommer. C'est une amie d'impro de longue date qui s'est trempée en humour sur le tard, un peu comme moi. Oui. Elle est avocate de profession. Elle est titulaire d'un barreau et toujours dans l'ordre, je crois. Ouais. Elle était au terminal hier, puis je suis allé la voir il y a 2 semaines au bordel. Ouais. Parce qu'elle a roulé son heure. Show, hein. C'est débile. C'est la honte des hommes, là, ce segment-là. La honte des hommes, puis protéger la honte des hommes. Protéger la honte des hommes, mais celle de son père particulièrement. Ah ouais, ça, c'est vraiment... Mais tout est bon. Tout est bon. Elle a vraiment... Elle a une signature d'un ton, c'est différent. C'est vraiment très, 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 très bon, à mon sens. Puis j'en vois de l'humour, puis tu sais, je veux dire, des bons humoristes au Québec, on n'en manque pas. Là, je pourrais vous dire d'aller voir tel show. Mais j'avais envie de mettre un peu le projecteur sur cet artiste-là parce que elle commence là, entre guillemets en humour. Ça fait pas longtemps qu'elle fait ça, puis elle présente son art de manière sporadique au bordel et au terminal, puis elle a sûrement des projets d'aller... D'ailleurs, mais en tout cas, je vais y en parler parce que je me disais, c'est vraiment du matériel ultra solide. Je sais pas si elle se considère en rodage en ce moment, mais tu sais, moi, j'étais comme, pourquoi ce show-là, il est pas comme vendu à travers le Québec? Pourquoi ce show-là, il l'est pas en ce moment? C'est juste une affaire de marché, je pense, parce que si demain matin, Suzy Bouchard est dans toutes les salles, même si c'est un des meilleurs shows que j'ai vu cette année, ben, je suis pas convaincu que le grand public, tu sais, je veux dire, c'est long, le bouche à oreille, puis tout ça, pour vendre des billets de show en humour, faut
faut que t'ailles à la télé. Tu sais, Suzy est beaucoup avec la Ben gang là, de la soirée. Du moins, ça l'y amène. Puis je pense, quand j'étais allé voir le show, c'était sold out. Puis tu voyais la crowd qui était là, c'était vraiment des gens de la soirée. Bon, tu C'est dis, là, il faudrait qu'elle ait un petit coup de pouce télévisuel, Ben, probablement. si elle a le goût de faire ça, mais en même temps, elle écrit de la fiction, elle travaille avec Elle fait d'autres. plein de trucs. Peut-être qu'aussi, elle va juste décider de faire son show dans des petites salles comme ça, le capter, Il y en a qui le font mettre ça. en ligne, C'est ça. puis en faire un autre. Puis... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'arrêtais pas de me dire tout le long, hey, écoute, c'est un grand spectacle. ça pourrait cartonner, là. Le monde aimerait ça. Je suis là. convaincu parce que c'est quand même, tu sais, il y a quelque chose de très québécois, le rapport à l'église, où est-ce qu'elle vient, ce Québec-là, Ça, j'ai hâte d'y en les parler. référents de... Parce que quand même, tout son rapport à l'église, je trouve ça fou raide parce que moi, j'ai le même, j'étais servant de messe, tout ça, mais tu sais, j'étais un peu plus vieux que Suzy. Alors, je me dis, c'est quand même curieux que ça a tenu le bout encore dans sa famille. En tout cas, j'ai mille une question pour elle, mais bref, oui. Garde-les pour elle, mais Suzy Bouchard, pitchez-vous là-dessus, c'est ça, c'est sur Instagram, si on veut savoir ses dates, parce que à un certain moment, j'avais même écrit, je veux être au courant de tout ça. Ton site a dit, non, elle dit, Instagram, suis-moi là-dessus, tout est annoncé. Ben, abonnez-vous, tout simplement, à la page de Suzy Bouchard. Puis ben voilà, c'est trois œuvres. Mais pas que je suis déçu de différentes. ta liste, c'est une excellente liste. Par contre, j'aurais aimé ça avoir tes hints sur l'art visuel en ce moment. Ah, l'art visuel. Ok, je vais vous nommer des artistes que j'adore à suivre, ne serait-ce que sur votre Instagram. Ouais. Je vais y aller avec des femmes. Maude Corriveau. Oui. Qui est la sœur. Qui est la sœur de Julien. Qui... Ça fait très copinage. J'ai une œuvre dans ma cuisine. Je vais te tu vas montrer dans qui vraiment se spécialise en pastel sur papier, qui est comme, c'est vraiment sa signature, là. Beaucoup des espèces de imitation ultra réaliste de drapé, mais avec des couleurs incandescentes, un peu surnaturelles, vives, des textures de velours ou d'aluminium, des trucs très brillants. C'est vraiment des études, je veux pas dire études, parce qu'en même temps, c'est pas nécessaire, je pense pas qu'elle serait heureuse qu'on dise ça, mais tu sais, c'est vraiment un regard sur la lumière, là. C'est vraiment, c'est la lumière sur ces et la matière. Et la matière, moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Fait qu'il y a quelque chose de classique un peu, puis à la fois très moderne dans le choix de la palette de couleurs. J'aime beaucoup. Puis en plus, à dire pour ceux qui veulent s'acheter une œuvre, allez-y maintenant parce que ça commence. C'est le temps, là. Ça commence à lever pas pire, c'est encore achetable. Mais là, je pense qu'elle est à New York, là, je pense qu'elle va être exposée. Elle était à Toronto dernièrement, mais bientôt, ça sera plus achetable. Non, dépêchez-vous. Allez-y. Sinon, écoute, Jason Cantoro, que j'aime beaucoup, qui fait du print. Ça, je connais pas. J'en ai un autre. Okay. Je vais juste nommer des artistes que j'ai chez nous, je vais te les montrer tantôt. C'est bon. François Lalumière. OK. Qui travaille avec du tape. Oui, ça, j'ai entendu parler de ça. Ici, ça, c'est cool, ça. Ouais, vraiment cool. Fait que ça, c'est tous des gens que vous pouvez suivre sur Instagram. Josiane Lantier. OK, oui. Lanthir. Ouais. Robin Kittel, qui est un gars avec qui je travaille, qui a fait ma scénographie, qui commence à faire des encres. Mais il est scénographe à la base, puis il a commencé... Ouais. OK. Puis concepteur lumière. Je le connais de Concordia. On avait été ensemble au bac. Et là, c'est lui qui fait la tournée avec moi. OK, cool. Ouais. Puis là, mais, en ce moment, les gens peuvent pas voir, mais il y a pas mal d'œuvres qui m'entourent dans ta maison. Puis ça, c'est des trucs que toi, t'as fabriqués? Pas tous? Quelques-uns? Non, ça, c'est Alex Ortiz, le chanteur de We Are Wolf, qui a fait ces deux-là. Wow. Là-dedans, il y en a quelques-unes de moi. Louise Masson, une amie de ma grand-mère. Mes parents étaient collectionneurs, mes grands-parents étaient collectionneurs d'art. Alors, il y avait aussi beaucoup de contacts avec des artistes québécois de l'époque. Ça vient-tu de là, en fait, ton goût un peu de l'art visuel? Est-ce que c'est eux qui t'ont baigné là-dedans? Ben, la maison chez mes grands-parents sur Northcliffe, à l'époque, qui ont vendu, est un musée... sur deux pattes, là, tu sais, c'était... Ah, ouais. D'ailleurs, ils partageaient leur tableau avec le musée des Beaux-Arts. C'est quoi, est-ce que c'est parce que eux, à l'époque, ils étaient collectionneurs, mais ils achetaient quand les artistes étaient jeunes, moins connus, puis là, ils ramassaient ça. Un McEwen, un Sullivan, des gens, un petit peu la gang du refus global. C'est vraiment ces années-là où est-ce que l'abstraction commence à être au cœur du Québec, disons, des grands mouvements québécois, mais pas du tout dans un marché. Donc, eux achetaient à l'époque une toile. Rien, mais... C'était cher à l'époque pour eux. Je me rappelle que ma mère disait, mes parents ont acheté une toile quelques $100, tu sais, mais on est dans les années 60. Ouais. Puis, tu sais, à l'époque, tu dis, on va mettre le budget mensuel sur une œuvre, mais parce qu'ils croyaient en ça. Puis c'était pas nécessairement dans le but de les revendre, même si
Ils en ont vendu Ils ont fait sûrement. beaucoup d'argent. Ouais, moi, ma grand-mère, des fois, elle suit des enchères, là, des Sotheby's puis des trucs. Ah ouais, elle puis, regarde des trucs comme ça. puis elle est comme, encore. ah, ben, j'ai vendu une toile, quelques 100 000, mais oui. Ah ouais, genre des Riopel. Des trucs comme ça. Ils ont Ça, pas eu l'avais-tu de Riopel? Riopel. Ferron? Peut-être Marcel Ferron. Ouais. Une sculpture de Marcel Ferron, peut-être. Puis, ben, Sullivan, en plus, il va y avoir une espèce, pas une rétrospective, mais cet automne, il y a une nouvelle expo pour ses 100 ans. OK. En ce moment, et Ouais. dans son atelier, en train de Ouais, c'est faire fou, des hein. 100 ans. Ouais, c'est malade. Puis c'est des grosses pièces, Ouais, là, j'ai qu'elle vu un fait, peu. là, tu sais, c'est fou, là. Peut-être, je pense qu'il y avait une petite toile une aquarelle de Turner. En tout cas, il y avait des Ok. certains trucs. Regarde encore ça, regarde les encans, puis elle Ouais, est ouais. encore allumée par Ben ça. là, c'est plus aussi pour vendre aussi, puis essayer de voir comment... mais ils donnent des toiles aussi aux enfants, puis peut-être qui sait Très aux petits-enfants un jour. On verra. Ben ouais, c'est ça. Je leur souhaite pas la mort, là. On lance ça dans l'air. Alors, ouais, voilà. Ah, c'est cool. Hey, merci beaucoup. C'était vraiment chouette de te connaître un peu plus parce Ouais. qu'on avait plein d'amis en commun, mais on s'était jamais vraiment discuté aussi longuement. Donc, Ouais. et en plus, cet épisode souligne les 1 an ça fait 1 an que le podcast existe. Donc, t'es le bravo. cadeau. Merci, man. Puis d'ailleurs, étant donné ton talent d'improvisateur, je suis surpris que t'as pas embarqué dans cette aventure de podcast déjà. Écoute. C'est pas un truc qui te plaît en plus? Ah oui, c'est sûr, ça me plaît. Là, je fais des shows là en ce moment, là, tu sais. Ouais, Donc, là, t'es dans les shows, peut-être plus tard. je suis dans les shows, je suis dans Club Soli, je suis dans d'autres projets super le fun que je développe. Je suis dans m'occuper de 2 enfants en bas âge, faire mes TikTok, mes réseaux sociaux, Ah ouais. puis cuisiner Ok. la fin de semaine. Oublie le podcast pour l'instant. C'est Un bon. jour, un jour. Un jour. Merci, ciao. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.